C'était le genre de matinée de juin qui inspirait même au cœur le plus cynique une certaine indulgence poétique, ne serait-ce que temporairement. La rosée s'accrochait encore aux roses d'Edgewater Grange, et une fine brume s'élevait du verger, comme si le domaine lui-même bâillait paresseusement. De la fenêtre du salon, le capitaine Arthur Hastings observait le paysage paisible avec un certain plaisir, une tasse de thé à la main. Le Times Dance l'autre. « Hastings », dit la voix derrière lui, nette et distincte. « Tu observes le monde comme un homme regarde un match de cricket. Tu admires le mouvement, mais tu n'as aucune envie de te battre. » Je me suis retourné. « Poirot, je te croyais encore à Londres. » Poirot sourit, impeccable comme toujours dans son costume gris tourterelle, ses chaussures vernies insensibles à la poussière de campagne. « Ah, mon ami, quand on reçoit une lettre comme celle que j'ai reçue il y a 3 jours, on ne traîne pas à Mayfair. » Il sortit une enveloppe pliée de sa poche et me la tendit. « Lis-le à voix haute, s'il te plaît. » Lentement, j'ai obéi. « Monsieur Poirot, si vous n'avez pas encore abandonné la subtilité de l'esprit pour la brutalité du scalpel, je vous demande, non, je vous supplie, de visiter Edgewater Grange avec la plus grande discrétion. Une énigme a été enchâssée dans des rimes, et la mort marche derrière son compteur. Je soupçonne un meurtre, mais je manque de courage pour en être sûr. Je reste. E.M. Bellamy. »« Bellamy » demandai-je. « Pas le poète ?» Poirot hocha la tête. En effet, Eliza Marianne Bellamy, ancienne coqueluche des lettrés, et aujourd'hui, si j'ai bien compris, plutôt solitaire. Autrefois célèbre à Paris, elle est aujourd'hui retirée dans la campagne anglaise. Un esprit curieux, celle-là, rythmé, mais plutôt désordonné, dans ses affaires personnelles. Et que veut-elle dire par une énigme enveloppée de rimes ? Juste ça, Hastings, répondit-il d'une voix légèrement basse. Ce n'est pas une métaphore. Mademoiselle Bellamy a composé un poème singulier, et, selon elle, il contient les germes de quelque chose de néfaste. Comme par magie, un cri lointain retentit dans le jardin. Hastings et Poirot échangèrent un regard, puis suivirent. Le son, ils la trouvèrent. Miss Eliza Marianne Bellamy, sur la pelouse nord. Une femme d'une 60aine d'années, vêtue d'un châle émeraude et d'un chapeau à large bord. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés avec une élégance provocante, et une canne gisait dans l'herbe. À côté d'elle, un jeune homme s'agenouillait maladroitement, essayant de l'aider à se relever. « C'est ma hanche, c'est tout, » murmura-t-elle, avec irritation. « Pas la peine de faire comme si on m'avait tiré dessus. » Poirot s'approcha avec sa dignité habituelle. « Mademoiselle Bellamy, puis-je supposer que vous ne m'avez pas convoquée pour enquêter sur un problème orthopédique ?» Oh ! Elle leva brusquement les yeux, une étincelle de malice et de peur jouant dans ses yeux. « Monsieur Poirot, vous faire ? J'arrive avec un drame. Non, pas du tout, même si cette hanche maudite pourrait me tuer avant le tueur. » Le jeune homme se tourna vers Poirot. « Et vous êtes ?» Poirot s'inclina légèrement. « Hercule Poirot. Je suppose que vous êtes le neveu de Monsieur Bellamy ? » « Mon Dieu, non !» rétorqua la jeune femme. « Les neveux sont toujours ennuyeux. Voici Sébastien Lane, mon locataire. Poète, inédit. » Sébastien eut un sourire penaud. Peu de choses sont encore inédites. Bellamy fit un geste de la main. « Peu importe, le poème est à l'intérieur, dans le bureau. C'est pour ça qu'il est là. » Poirot haussa un sourcil. « Un poème, mademoiselle ?» Elle hocha la tête. « Une chose affreuse. Quelqu'un l'a laissé sur mon bureau il y a 2 nuits. Dactylographié, sans signature. Mais la cadence est la mienne, ou plutôt, une cruelle imitation de la mienne. Ça parle de la mort, métaphoriquement d'abord, puis plus explicitement, et pire encore, hier soir. » Elle hésita. « Hier soir, mon jardinier, Thomas Eversham, a été retrouvé mort, dans l'étang. » Hastings cligna des yeux. « Un accident ? C'est supposé. Mais le 2e couplet parle de noyade. Par le lys et par le silence profond, les fidèles dormiront pour toujours. C'est ce qui était écrit. Il a été retrouvé, flottant à côté des nénuphars, face contre terre. » Poirot ne parla pas pendant un moment.
Puis, doucement, « Tu crois que le poème a prédit sa mort ?»« Je crois, » dit Bellamy d'une voix tendue, « que quelqu'un ici écrit en énigme et tue en rime. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Bon, alors, voyons ce poème. » Dans le bureau sombre et tapissé d'Edgewater Grange, Poirot parcourut, du regard les pages dactylographiées soigneusement étalées sur le bureau en acajou poli. Le poème était composé de quatrains soignés, chaque vers méticuleusement rimé, mais sous cette élégance persistait une pointe tranchante et déconcertante. Dans un linceul éclairé par la lune et une nuit silencieuse, une ombre tombe, dépourvue de lumière. Par le lys et par le silence profond, les fidèles dormiront pour toujours. Poirot murmura pensivement. Ah oui, très réfléchi, très précis. Mais il y a quelque chose de plus dans le rythme, non? Le message caché entre les lignes. Hastings fronça les sourcils. Mais ça sonne poétique, pas menaçant. Poirot sourit légèrement. Mon ami, c'est exactement ce qu'un méchant malin voudrait vous faire croire. La poésie est un masque. Le danger réside dans le non-dit ou dans le choix délibéré des mots. Bellamy, debout à proximité, l'observait attentivement. Tu crois que c'est l'auteur du meurtre? Ou par quelqu'un qui cherche à manipuler nos esprits, répondit Poirot. Dites-moi, mademoiselle, qui a trouvé le corps? Ma nièce, Clarissa, dit Bellamy. Elle crie facilement, mais elle est aussi vive qu'une aiguille quand il le faut. Juste à ce moment-là, Clarissa entra dans la pièce, grande, avec une certaine grâce et un regard qui semblait vous transpercer. « Inspecteur Poirot, » dit-elle froidement, « j'ai trouvé Thomas dans l'étang à l'aube. J'ai craint un accident tragique jusqu'à ce que je voie le poème. » Poirot hocha la tête. « Et ce Thomas Eversham, parlez-moi de lui. » Un jardinier loyal, mais un homme de secret, dit Clarissa. Il était inhabituellement calme ces derniers temps, renfermé. S'est-il confié à quelqu'un? Demanda Poirot. Personne que je connaisse. Mais hier, j'ai entendu une dispute entre Thomas et l'associé de mon oncle, M. Hargrove. L'intérêt de Poirot fut piqué. Un partenaire commercial? Quelle est la nature de ce partenariat? Bellamy répondit. M. Hargrove gère les affaires de la succession de mon défunt frère. Il y a eu des conflits fonciers et financiers, de quoi envenimer les esprits. Hastings jeta un coup d'œil par la fenêtre. Nous avons donc un poème, un jardinier mort, un associé suspect et un domaine fermé. Exactement, dit Poirot en lissant sa moustache. Et tout cela au sein d'un cercle restreint de suspects potentiels, chacun ayant un motif à dissimuler. Il marqua une pause, scrutant les visages rassemblés. Cela nécessitera mon énergie, comme vous le savez, Hastings. L'essentiel, c'est l'esprit, pas la force brute des preuves. À ce moment précis, un coup sec retentit à la porte. Sebastian Lane entra, tenant un petit carnet relié en cuir. « Inspecteur, dit-il, j'ai trouvé ceci parmi les affaires. On de Thomas, c'est son journal. » Poirot le prit avec précaution, ses yeux brillants d'anticipation. « Ah, les pensées du jardinier, dit-il doucement. Elle pourrait bien résoudre l'énigme. » À l'extérieur, le soleil d'été montait plus haut, mais à l'intérieur du bureau, les ombres s'épaississaient, annonciatrices de secrets encore à dévoiler. Le soleil de l'après-midi déclinait tandis que nous nous installions dans le confortable bureau d'Edgewater Grange. L'odeur lourde des vieux livres et du bois ciré flottait dans l'air, se mêlant au léger arôme du thé fraîchement infusé. Poirot était confortablement installé dans le fauteuil à haut dossier, son journal intime relié en cuir reposant délicatement sur ses genoux. L'intimité de la pièce contrastait fortement avec l'atmosphère tendue qui régnait désormais dans la maison. Sebastian Lane s'était discrètement installé près de la fenêtre, l'air quelque peu mal à l'aise. Face à la gravité de la situation, Bellamy et Clarissa se tenaient près de la cheminée, le visage crispé par l'inquiétude. Hastings se tenait près de Poirot, impatient d'observer de ses propres yeux les méthodes de travail du légendaire détective. Poirot ouvrit le journal, avec une précaution délibérée. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, penchée vers le haut sous l'effet de la hâte ou de la frustration, parfois désordonnée, parfois étonnamment nette.
Le jardinier, Thomas Eversham, avait clairement consigné ses pensées avec une urgence qui suggérait un trouble intérieur. Les yeux de Poirot parcoururent rapidement les entrées, absorbant chaque détail avec l'intensité qui le caractérisait. « Ah, tiens !» murmura Poirot. « Écoute, Hastings. » Il a lu à haute voix un passage daté de 2 semaines auparavant. La querelle avec Hargrove s'envenime. La terre n'est pas ce qu'elle paraît. Je soupçonne que les livres de contes recèlent des secrets, des choses à cacher, quelque chose qui cloche. Je dois avancer prudemment. Sinon, ce sera moi qui tomberai. Hastings fronça les sourcils. Le jardinier soupçonnait donc une malversation financière. En effet, mais ce n'est pas tout. Poirot tourna quelques pages et lut « J'ai trouvé » un étrange mot épinglé à la porte de la serre. Il est écrit en rime. Un jeu cruel. Sous la rose où reposent les secrets, le gardien silencieux mourra bientôt. Je ne sais pas qui se moque ainsi de moi, mais je crains que mes jours ne soient courts. Le visage de Bellamy s'assombrit. Il n'a dû montrer ça à personne. Le poème que j'ai trouvé n'a été découvert qu'il y a 2 nuits. Exactement, dit Poirot. Cette note que vous mentionnez, Hastings, semble être un précurseur. Sébastien s'agita, mal à l'aise. Il ne m'en a jamais parlé. Peut-être pas, répondit doucement Poirot. La peur peut réduire au silence, même les plus ouverts. Nous avons continué à lire, et une vision plus claire s'est dégagée. Thomas avait découvert quelque chose de caché dans le domaine, quelque chose qui faisait de lui une cible. Le poème, les notes, la tension croissante avec M. Hargrove, tout cela indiquait un secret pour lequel il valait la peine de tuer. Poirot referma doucement le journal. Notre jardinier était un homme pris dans un filet de tromperie et de peur. Bellamy soupira. Tant de gens ici ont des raisons de vouloir faire taire Thomas. Considérons donc les suspects, chacun ayant un mobile possible. Poirot se leva et commença à marcher lentement. Monsieur Hargrove, l'associé commercial, a un intérêt financier évident. Si les soupçons de Thomas étaient fondés, Hargrove pourrait être ruiné. Mademoiselle Clarissa, ajouta Hastings. Elle semblait sous-entendre une dispute entre Thomas et Hargrove. Les yeux de Clarissa lancèrent des éclairs. « J'ai seulement raconté ce que j'ai entendu. Mais tu as raison, il y avait de la tension. Et puis, il y a Sébastien Lane. » Poursuivit Poirot, son regard s'arrêtant sur le jeune poète. En vivant ici, on avait la proximité et les opportunités. Sébastien déglutit nerveusement. « Je ne comprends pas pourquoi on pourrait me soupçonner. J'ai travaillé sur mes poèmes dans ma chambre toute la nuit. » Poirot hocha la tête, mais son regard trahissait le scepticisme. « Nous allons vérifier votre alibi. Mais la suspicion s'abat sur tous lorsqu'un secret menace d'être dévoilé. Mademoiselle Bellamy, dit Poirot en s'inclinant légèrement, et vous-même, vous avez raison de protéger votre héritage familial. » Bellamy serra les dents. « Je l'avoue, la réputation du domaine est primordiale pour moi. Mais un meurtre ? Jamais. Pourtant, quelqu'un ici l'a fait, dit doucement Poirot. Et cette personne s'est servie de la poésie comme d'un voile. Une diversion astucieuse. Hastings s'approcha de la fenêtre, regardant pensivement. Mais comment trouver la clé de l'énigme ? Le poème, le journal intime. Il donne des indices, mais rien de concret. Poirot eut un léger sourire. Ah, mais la clé ne réside pas seulement dans ce qui est écrit, mais dans la manière dont c'est écrit, et dans les silences qui l'entourent. Il se retourna brusquement et se dirigea vers la grande cheminée où une petite collection de lettres et de papiers se trouvait sur le manteau de la cheminée. Ces lettres, Hastings, dit Poirot en prenant une, ont été échangées entre Thomas et un correspondant inconnu. L'écriture est différente de celle du journal, et le ton plus pressant. Il m'a tendu la lettre pour que je la lise à haute voix. Soyez prudents. Ils observent et écoutent, et la vérité est dangereuse. Ne faites confiance à personne, pas même à vos proches. Ce poème n'est que le début. Bellamy haleta doucement. Qui a bien pu écrire ça ? Pas de signature, remarqua Poirot. Mais l'écriture suggère une familiarité avec Thomas. Sébastien se pencha. Serait-ce quelqu'un de la maisonnée ? Quelqu'un à qui Thomas s'est confié ? Ou quelqu'un qui voulait le manipuler, dit Poirot. Une guerre,
psychologiques, des menaces déguisées en aide. Le silence retomba dans la pièce. L'air semblait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes témoignaient de secrets bien plus obscurs que la simple poésie ne pouvait les voiler. Soudain, Clarissa prit la parole. Il y avait une autre bizarrerie. La nuit où Thomas est mort, les domestiques ont signalé avoir entendu des bruits étranges, des murmures, provenant de la serre. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Encore la serre. L'endroit même mentionné dans le mot de Thomas épinglé sur la porte. Bellamy parut alarmé. Mais cette porte est toujours verrouillée. Seuls quelques-uns ont les clés. Exactement, dit Poirot. Nous devons trouver qui y avait accès et pourquoi Thomas était là cette nuit-là. Hastings me jeta un coup d'œil, la question non formulée dans ses yeux. Pourquoi le jardinier s'aventurait-il dans une serre fermée à clé, la nuit? Poirot répondit avant moi. La réponse réside dans les peurs et les espoirs du jardinier. Il se tourna vers Sébastien. Tu es poète, n'est-ce pas? Dis-moi, as-tu remarqué des irrégularités dans la maison depuis ton arrivée? Sébastien hésita, puis hocha lentement la tête. Oui. Il y a eu des conversations chuchotées à huis clos, et certains domestiques se comportaient bizarrement, mal à l'aise, à cran. Le malaise précède souvent la découverte. Songea. Poirot, dites-moi, qu'en est-il de votre propre œuvre? De nouveaux poèmes, peut-être? Les joues de Sébastien se colorèrent. Je travaille sur quelque chose. Une énigme en vers. Elle n'est pas terminée. Le regard de Poirot s'aiguisa. Puis-je le voir? Le poète hésita, puis sortit de sa sacoche un petit carnet. L'ouvrant, il lut quelques lignes à voix haute. Une ombre se déplace là où poussent les lys. Des secrets cachés que peu de gens devraient en connaître. Les mots peuvent couper, et les mots peuvent guérir. Vérité et mensonge hermétiquement scellés. Poirot sourit faiblement. Intéressant. Vos vers reprennent les mêmes thèmes que le poème anonyme. Je me demande s'il s'agit d'une simple coïncidence ou d'un indice en soi. Bellamy fronça les sourcils. Suggérez-vous que Sébastien pourrait être impliqué? Poirot secoua la tête. Pas encore. Mais dans un mystère comme celui-ci, le rôle de chacun doit être examiné. Il se tourna ensuite vers Clarissa. Et vous, mademoiselle Clarissa, qu'en est-il de vos déplacements? La nuit du décès? Les yeux de Clarissa se plissèrent. J'étais dans ma chambre, en train de lire. Seul. Poirot leva le doigt. Nous allons vérifier cet alibi, comme tous les autres. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant pensivement. Ce domaine est un microcosme de secrets et de peurs. La mort du jardinier en est la surface. En dessous se cache quelque chose de plus sombre. Hastings parut perplexe. Et toi, que crois-tu, Poirot? Quelle est la vérité profonde? Les yeux de Poirot brillèrent. Je crois que ce poème est un jeu d'esprit, une provocation du meurtrier. Ils veulent que nous courions après les ombres, que nous nous laissions distraire par les rimes, tandis que le véritable crime reste caché. Il regarda ensuite Bellamy droit dans les yeux. Et vous, madame, vous détenez la clé, que vous le réalisiez ou non. Les yeux de Bellamy s'écarquillèrent. Moi? Je ne comprends pas. Patience, madame. Tout sera révélé en temps voulu. Mais d'abord, il nous faut comprendre les dernières heures du jardinier. Poirot se dirigea vers la porte, nous faisant signe de le suivre. Viens, Hastings, nous allons interroger les domestiques et inspecter la serre. Les petites cellules grises exigent que nous commencions par les lieux et les personnes les plus proches du crime. Alors que nous entrions dans la lumière déclinante de la fin d'après-midi, je ne pouvais m'empêcher de penser que ce n'était que le début d'un puzzle labyrinthique. Un puzzle où la vérité serait rimée, enveloppée et cachée, jusqu'à ce que le génie de Poirot puisse la démasquer. La lumière du soir s'était adoucie, et la fraîcheur du crépuscule s'était installée, tandis que Poirot, Hastings et moi, nous dirigions vers la serre. Le parc était étrangement silencieux, le chant habituel des oiseaux remplacé par le murmure des feuilles, agité par une légère brise. Une tension palpable semblait flotter dans l'air, comme si les arbres eux-mêmes étaient les témoins d'un secret indicible. Les pas de Poirot étaient mesurés, sa posture droite et digne. « Observe, Hastings, » dit-il d'une voix basse et posée. « La façon dont on se déplace sur la scène de crime peut révéler bien plus que de simples empreintes de pas. » J'ai hoché la tête.
même si je dois avouer que ma curiosité l'emportait largement sur l'attention que je portais à ces subtilités. La mort du jardinier avait secoué la maisonnée, mais cette serre fermée à clé, si essentielle au mystère, donnait l'impression d'être un lieu où les ombres dansaient jusqu'aux confins de la raison. La serre se dressait au fond du jardin, élégante structure de fer forgé et de verre, désormais obscure et mystérieuse sous le crépuscule. La porte, comme Bellamy l'avait mentionné, était fermée par une lourde serrure en laiton. Poirot sortit un trousseau de clés de sa poche, un cadeau de Bellamy, et ouvrit doucement la porte avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de terre, de feuillage humide et d'une légère odeur métallique. Des rangées de plantes, souvent exotiques, bordèrent l'intérieur. Des vignes s'enroulaient comme des serpents et des orchidées ondulaient dans l'obscurité. Le sol carrelé portait de légères empreintes de pas, certaines maculées, d'autres distinctes. Poirot s'agenouilla, son regard perçant scrutant le sol. « Tiens, Hastings, remarque ces empreintes. Elles ne se ressemblent pas toutes. L'une est grande et lourde, probablement celle d'une chaussure d'homme. L'autre, plus petite, plus délicate. Et celles-ci, pointa-t-il du doigt, sont tachées, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer des preuves. Le meurtrier aurait-il pu essayer de dissimuler ses traces ? Ai-je demandé. C'est possible, répondit Poirot, ou peut-être effrayé, insouciant. Son regard se porta sur un petit banc en bois, au fond. Dessus reposait un morceau de papier froissé. Poirot le ramassa avec précaution et le lissa. C'était un autre verset, griffonné à la hâte. Sous la vitre où reposent les lys, le sort du gardien s'est bientôt arrangé. Ne cherchez pas la vérité dans les mensonges obscurs, mais où s'envole le secret silencieux. Les yeux de Poirot se plissèrent. Une fois de plus, la poésie masque la vérité, mais le message est plus clair maintenant. Hastings se frotta le menton d'un air pensif. On y retrouve les lys, n'est-ce pas? Les mêmes que dans le poème original. Oui, les lys sont un symbole essentiel. Poirot parcourut la serre du regard, puis se dirigea brusquement vers un grand pot où se dressait un bouquet de lys blancs. Il s'accroupit à côté et examina attentivement la terre. Remarque, Hastings, la terre a été récemment remuée. Est-ce qu'on pourrait enterrer quelque chose? Ai-je suggéré. Ah, c'est exactement ce que je pensais. L'instinct du jardinier était bon. Des secrets sont enfouis sous les lys. À ce moment précis, un léger bruit nous fit sursauter. Un murmure, presque inaudible. Nous nous retournâmes, brusquement, mais la serre était vide, à part nous. Poirot sourit faiblement. La maison elle-même conspire à nous perturber, sans aucun doute. Nous avons fouillé la zone avec soin et découvert une petite boîte en fer blanc rouillé, enfouie à faible profondeur. À l'intérieur se trouvaient plusieurs papiers pliés, des lettres et des bouts de papier, jaunis par le temps, mais manifestement significatifs. Poirot les parcourut, les sourcils froncés. Ce sont de vieilles correspondances entre Thomas, Eversham et une femme nommée Isabelle. Une amante, peut-être? Bellamy, qui nous avait discrètement rejoints, parut surpris. Isabelle? Je n'en ai jamais entendu parler. Non, madame, dit doucement Poirot. Et pourtant, cette Isabelle semble au cœur de l'histoire de notre jardinier. Il déplia une lettre et la lut à haute voix. Très cher Thomas, je crains que ma famille n'approuve jamais notre amour. Mais tu dois rester fidèle à la vérité et ne pas te laisser influencer par ceux qui cherchent à nous nuire à tous les deux. Le domaine cache bien plus que de la terre et des pierres. Prends garde au regard d'Hargrove. Bellamy haleta. Alors Thomas était amoureux et menacé? Exactement, dit Poirot. Une histoire d'amour secrète mêlée de danger. Et encore ce nom, Hargrove. Hastings parut perplexe. Mais pourquoi un jardinier se mêlerait-il d'une telle intrigue? Parce que, répondit Poirot, des gens de tous les milieux peuvent être entraînés dans les filets de la tromperie et de la passion. Le cœur ne fait pas de distinction, de classe sociale. Nous avons continué à examiner le contenu de la boîte en fer blanc, découvrant une petite clé ornée et une carte pliée du domaine. Sur la carte, un cercle rouge entourait une petite dépendance près des écuries, une que je n'avais pas remarquée auparavant. Les yeux de Poirot brillèrent. Cette clé et cette carte doivent être liées. Il semble qu'il existe un endroit secret dans le domaine que nous n'avons pas encore exploré. Bellamy parut troublé. Ce bâtiment est rarement utilisé,
Je crois que c'est un hangar. Ou une cachette, dit doucement Poirot. Alors que nous nous préparions à quitter la serre, Clarissa réapparut, l'expression tendue. Inspecteur, dit-elle précipitamment, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai vu M. Hargrove près des écuries tard hier soir, à peu près au moment où Thomas est mort. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, excellente observation, mademoiselle. Vos informations confirment nos soupçons. Hastings fronça les sourcils. Il semble que M. Hargrove ait plus de comptes à rendre qu'il ne l'admet. En effet. Mais nous devons rester prudents, Hastings. Les apparences sont trompeuses, et c'est l'esprit derrière le masque que nous devons découvrir. La nuit était tombée lorsque nous sommes rentrés à la maison principale. Les ombres projetées par la lueur vacillante des bougies dansaient sur les murs, reflétant la complexité du mystère. Poirot était assis près du feu, la petite clé, étincelant dans sa paume. Les secrets de ce domaine sont nombreux, et la vérité est soigneusement gardée. Il fixa Bel-Ami du regard. Vous constaterez, madame, que la façade de la bienséance cache souvent les motivations les plus odieuses. Je me suis penché en avant. Mais que penses-tu de cette clé? Le sourire de Poirot était narquois. Cela, mon ami, nous le découvrirons bientôt. Pour l'instant, le jeu de la rime et de la raison continue. Alors que la maisonnée se retirait pour la nuit, je ne pouvais m'empêcher de penser que la véritable énigme d'Edgewater Grange commençait seulement à se dévoiler, et que le plus grand danger résidait peut-être encore dans le silence entre les mots. Le lendemain matin, un froid glacial annonçait l'approche de l'hiver. Le domaine semblait encore plus oppressant qu'avant, le poids des vérités non dites s'abattant sur Edgewater Grange comme un épais brouillard. La maisonnée s'agitait avec une urgence sourde, les domestiques chuchotant derrière des portes closes, et les regards nerveux parcourant les couloirs sombres. Je voyais bien que même Hastings était de plus en plus inquiet, la tension palpable. Poirot, cependant, semblait plus calme que jamais, ces petites cellules grises reconstituant avec diligence le puzzle à chaque instant. Après le petit déjeuner, il nous convoqua tous au salon pour une réunion qui ressemblait davantage à une inquisition. Bel-Ami se redressa, son calme dissimulant à peine son anxiété. Clarissa et Sébastien échangèrent des regards furtifs, tandis que Hastings et moi, nous préparions aux révélations à venir. « Madame Bel-Ami, commença Poirot en joignant les mains. Les découvertes d'hier soir nous ont rapprochés du cœur de ce mystère. Je crois que la clé que nous avons trouvée dans la serre ouvre plus qu'une porte verrouillée. Elle révèle des secrets cachés derrière des portes closes. » Les yeux de Bel-Ami brillèrent d'inquiétude. « Que voulez-vous dire, monsieur Poirot ? Il y a une dépendance sur ce domaine, un hangar près des écuries, indiqué sur ce plan. » Il brandit le papier déchiré à la vue de tous. « J'ai l'intention de l'inspecter immédiatement. » Clarissa parut surprise. « Ce hangar ? Il est inutilisé depuis des années. Pourquoi cacherait-on quelque chose là-dedans ? » « Parce que, dit Poirot, parfois, ce que l'on oublie, c'est la cachette parfaite. » Sans plus attendre, Poirot, Hastings et moi, nous sommes mis en route à travers le parc. L'air matinal était vif et le givre s'accrochait à l'herbe. Le hangar se dressait isolé, une structure usée par les intempéries, la peinture écaillée et la serrure rouillée. À l'aide de la clé ornée de la serre, Poirot a ouvert la serrure. La porte a grincé lorsque nous sommes entrés. Le hangar était faiblement éclairé par une étroite fenêtre, des particules de poussière tourbillonnant dans la lumière tamisée. À l'intérieur, des caisses en bois et des outils agricoles encombraient l'espace. Mais le regard de Poirot fut attiré par une grande malle verrouillée, appuyée contre le mur du fond. Il s'agenouilla devant et sortit un petit jeu de crochets de sa poche. Hastings observa Poirot travailler avec un mélange d'admiration et d'impatience. D'un léger clic, le coffre s'ouvrit pour révéler une collection de documents, de lettres et de photographies, certains jaunis par le temps, d'autres fraîchement ancrés. Poirot parcourut soigneusement les papiers. « Ah, voilà quelque chose d'intéressant. » Il brandit une liasse de papier nouée d'un ruban délavé. Ce sont des documents juridiques, des contrats et des actes de propriété dont certains contredisent les registres officiels de succession. Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule, intrigué.
Alors la terre elle-même fait partie du litige? En effet. Les yeux de Poirot brillèrent. Il y a des irrégularités suggérant que quelqu'un a cherché à dissimuler la propriété ou des implications financières. Les soupçons de M. Hargrove étaient peut-être justifiés. Il déplia ensuite une photo d'Isabelle, la femme mentionnée dans les lettres de Thomas. Son expression était sombre, ses yeux cernés d'inquiétude. « Sais-tu qui c'est » demanda Poirot à Bellamy à notre retour. Bellamy secoua lentement la tête. « Non, mais on dirait qu'elle pourrait appartenir à une génération plus âgée. De la famille, peut-être une parente éloignée. » Les doigts de Poirot effleurèrent pensivement la photographie. Ou quelqu'un qui aurait pu prétendre à la succession. Alors que nous continuions à examiner le contenu du coffre, une lettre particulière a attiré mon attention. Elle n'était pas signée, mais portait un avertissement clair. Méfiez-vous des murmures dans les couloirs. Tous ceux qui sourient ne sont pas des amis. Les racines du pouvoir du domaine sont pourries. Ne faites confiance à personne. Un frisson me parcourut l'échine. Qui avait écrit ça? Et pourquoi Thomas l'avait-il caché ici? Poirot referma doucement le coffre. Nous avons découvert beaucoup de choses, mais le cœur du mystère reste insaisissable. Soudain, un coup sec retentit dans le hangar. Nous nous retournâmes et vîmes Sébastien, hésitant, debout à la porte. « Monsieur Poirot, dit-il à voix basse, il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai trouvé ceci tout à l'heure. » Il tendit une feuille de papier pliée. Poirot le prit et déplia le mot. On pouvait y lire « Le poète qui rime avec des énigmes cache bien plus que des mots. Observez les ombres projetées par vos proches. » Poirot leva brusquement les yeux. Une nouvelle énigme, n'est-ce pas? Et destinée à nous déstabiliser. Sébastien déglutit nerveusement. Je ne sais pas qui l'a envoyé. Je l'ai trouvé sur mon bureau ce matin. On cherche à vous mettre en garde, dit doucement Poirot. Ou peut-être à vous faire taire par la peur. Nous sommes rentrés à la maison, le poids de ces nouveaux mystères pesant sur nous tous. L'esprit de Poirot s'emballait, reliant les fragments comme les morceaux d'un miroir brisé. De retour au salon, Poirot s'adressa une fois de plus à la maisonnée. La mort du jardinier n'était pas une tragédie fortuite. Elle résultait de conflits cachés. Amour, trahison et cupidité mêlés. Il se tourna vers Bellamy. « Madame, il y a un secret dans le passé de votre famille, un secret que Thomas a découvert. » Le visage de Bellamy pâlit. « Je ne comprends pas. Thomas n'était pas qu'un simple jardinier. Il était le gardien de vérités trop dangereuses pour être révélées. Et quelqu'un craignait ce qu'il savait. » Clarissa nous regarda tous. « Alors qui? Patience, mademoiselle. » Le regard de Poirot était dur. « Nous sommes proches. Il a ensuite demandé à parler en privé avec Hastings et moi. » Une fois seul dans la bibliothèque, Poirot afficha une expression grave. « Da, Hastings, nous devons envisager la possibilité que le meurtrier soit parmi nous et qu'il joue un jeu de longue date. Voulez-vous dire que les poèmes et les notes sont une diversion délibérée ?» ai-je demandé. « Exactement. Les énigmes en rime sont conçues pour semer la confusion et retarder l'attention. » « Mais qui en bénéficierait le plus ?» insista Hastings. « Monsieur Hargrove a un mobile, oui. Mais Bellamy aussi, pour protéger l'héritage de sa famille. Même Sébastien, avec sa sensibilité poétique, pourrait être empêtré dans bien plus que des mots. Nous avons convenu qu'un interrogatoire approfondi de toutes les personnes présentes était nécessaire. Poirot a insisté pour que nous réunissions tout le monde dans le salon. Tandis que la maisonnée se rassemblait, Poirot commença son enquête méthodique. Il posa des questions non seulement sur la nuit de la mort de Thomas, mais aussi sur les relations, les tensions récentes et les absences inexpliquées. Peu à peu, de petites failles apparurent dans les alibis. Clarissa admit avoir brièvement quitté sa chambre pendant la nuit, mais affirma ne pas avoir été près de la serre. Sébastien avoua avoir écrit certains poèmes menaçants pour plaisanter, sans se douter de la façon dont ils pourraient être interprétés. Bellamy resta calme, mais sur ses gardes, ses yeux se dirigeant nerveusement vers la porte. Poirot révéla alors la carte et la clé, expliquant la découverte dans le hangar. « Cette clé, dit Poirot,
ouvre bien plus que des serrures physiques. Elle ouvre la porte à des vérités cachées. Il marqua une pause et regarda autour de lui. Et celui qui a tué Thomas l'a fait pour garder ces vérités enfouies. Après un silence tendu, Hastings murmura « Mais quelles sont ces vérités ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, mon ami, voilà le dernier morceau. Il faut suivre la poésie jusqu'à sa conclusion. » Il a ensuite demandé à Bellamy de produire tous les documents relatifs à l'historique du domaine et aux transactions récentes. Tandis qu'elle cherchait, ses mains tremblaient. Finalement, elle tendit un dossier rempli de papiers. Poirot les parcourut rapidement. Les voici, des preuves d'actes falsifiés, de transactions secrètes et d'un testament secret. Un testament qui modifierait l'héritage et la propriété. La voix de Bellamy se brisa. « Je n'en avais aucune idée !» « Pourtant quelqu'un le savait, » dit Poirot, et il craignait d'être démasqué. Il regarda Sébastien droit dans les yeux. « Et vous, monsieur, avec vos poèmes et vos devinettes, essayez-vous de découvrir ces secrets ou de les protéger ?» Le visage de Sébastien n'était pâle. « Je voulais découvrir la vérité. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal. » Poirot hocha la tête. « La vérité peut être à double tranchant, en effet. » L'après-midi touchait à sa fin, et la maisonnée s'assit dans un silence gêné. L'enquête de Poirot avait révélé des mobiles et des mystères, mais pas encore de réponse définitive. Alors que nous nous apprêtions à conclure, Poirot dit doucement « La prochaine étape sera cruciale. Nous devons examiner la dernière nuit en détail et chercher les derniers indices cachés dans les rimes. » Hastings et moi échangeâmes un regard. Le mystère s'épaississait et la vérité restait hors de portée, enveloppée d'énigmes et d'ombres. Les ombres du soir s'allongeaient, tandis que la maisonnée s'installait dans un silence gêné. Les révélations de la journée nous avaient tous déstabilisés. Les actes falsifiés, le testament secret, les versets menaçants, tout formait une tapisserie plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Et pourtant, malgré le nuage de suspicion grandissant, le véritable coupable restait insaisissable. Poirot, comme toujours, ne se laissait pas décourager. Ses petites cellules grises semblaient vibrer d'une vigueur renouvelée, et je voyais les rouages tourner derrière son calme apparent. « Nous devons retourner sur les lieux du crime », déclara-t-il doucement après le dîner. Ce n'est qu'en revisitant l'endroit où Thomas Hargrove a trouvé la mort que nous pourrons espérer entendre les derniers murmures de la vérité. Bellamy, toujours pâle et fragile, hocha la bille, tête en silence. Clarissa et Sébastien échangèrent des regards éloquents, mais aucun des deux ne protesta. Hastings et moi nous préparâmes à ce qui nous attendait, confiants dans le jugement sans égal de Poirot. La nuit était plus fraîche, l'air était chargé d'un parfum de rosée et de terre. La lune projetait une lueur argentée sur la serre, lieu de tant de tristesse et de mystère. À notre approche, les yeux de Poirot brillèrent sous ses sourcils arqués. « Observez, » murmura-t-il, comme le clair de lune révèle des ombres invisibles, de jour. À l'intérieur de la serre, l'odeur de terre humide et de feuilles écrasées était forte. Le panneau de verre brisé où Thomas avait été frappé restait une plaie déchiquetée dans la structure, les éclats scintillant comme des étoiles brisées. Poirot s'avança d'un pas posé, inspectant le sol, les éclats de verre, les plantes, elles-mêmes. « Ici !» dit-il soudain en désignant une légère empreinte de pas dans le sol humide près de la porte. Hastings observa attentivement. Ça a l'air frais. Quelqu'un est revenu après le meurtre ? Ou a tenté de mettre en scène, songea Poirot. Le meurtrier est rusé, certes, mais pas infaillible. Nous avons examiné l'empreinte en silence avant que Poirot ne nous conduise au banc où Thomas avait été retrouvé. Là, sous un pot en terre cuite, Poirot a repéré quelque chose d'étrange. Un petit morceau de papier, froissé, mais pas entièrement détruit. D'une main délicate, il l'extirpa et le lissa. L'écriture était rapide, mais sans équivoque. Un autre vers énigmatique. Le dernier verset dévoilera les mensonges, mais seulement si on l'observe avec des yeux attentifs. Ne faites pas confiance au cœur qui bat trop fort, car le silence se cache sous son linceul. Un frisson me parcourut en lisant les mots à voix haute. La rime laissait entrevoir tromperie et danger,
un ultime avertissement ou peut-être une confession dissimulée dans une métaphore. Le silence se cache sous son voile, murmura Hastings. Cela signifierait-il que les protestations, les plus bruyantes, visent à masquer la vérité? Exactement, mon ami. Le regard de Poirot était perçant. Le meurtrier se cache derrière un masque, accusateur et coupable, silencieux. Nous rentrâmes à la maison, le verset en tête. Poirot insista pour réunir tout le monde au salon. Cette fois, ses questions prirent un ton plus tranchant. Il s'enquit des derniers instants précédant la mort de Thomas, sondant les incohérences et vérifiant les alibis. Clarissa avoua avoir confronté Thomas la veille au soir, exigeant de savoir ce qu'il comptait faire de ces informations sur le domaine. Son ton était défensif, mais la peur se lisait dans son regard. « Je voulais l'arrêter », a-t-elle avoué. « Pas pour lui faire du mal, juste pour protéger ma famille. » L'expression de Bellamy se durcit. « Clarissa, tu n'avais aucun droit. »« Mais la vérité pourrait tout détruire !» La voix de Clarissa se brisa. J'étais désespéré. Sébastien, quant à lui, révélait un secret. J'ai écrit ces poèmes menaçants pour faire taire Thomas, a-t-il admis. Je pensais que c'était inoffensif, une façon de le mettre en garde. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et ça a marché? Sébastien baissa les yeux. Non, ça n'a fait qu'empirer les choses. Poirot se tourna vers Bellamy. Madame, vous êtes restée silencieuse. Qu'en est-il de votre implication? Bellamy hésita. Je savais que Thomas enquêtait. Je l'ai averti d'arrêter. J'avais peur de ce qu'il pourrait découvrir. Vous aviez donc tous les trois des raisons de l'affronter, résuma Poirot. Mais qui a osé aller au-delà des mots? Soudain, un bruit aigu interrompit la scène tendue. Un grand fracas venant d'en haut. Nous nous sommes précipités à la source du problème et avons constaté qu'une grande bibliothèque s'était effondrée, éparpillant des livres sur le sol. Parmi les volumes tombés, Poirot a repéré un petit carnet relié en cuir. Il le ramassa, son expression indéchiffrable. « Ceci appartenait à Thomas », dit doucement Poirot. « Il pourrait contenir ses dernières pensées. » Nous sommes rassemblés autour de lui lorsqu'il a ouvert le carnet. Les pages étaient remplies de notes, d'observations énigmatiques et, plus intrigant encore, d'un poème inachevé. Sous la surface se cachent des secrets, comme des profondeurs cachées dans un ciel orageux. Ne faites confiance à aucune ombre, ni à aucune parole murmurée, jusqu'à ce que la vérité finale soit entendue. Les yeux de Poirot brillèrent. Le poème est inachevé, mais il confirme nos soupçons. Thomas était sur une piste dangereuse. Hastings se pencha. Mais quoi? Qu'essayait-il de révéler? Les doigts de Poirot traçaient une phrase dans la marge. Le battement fort du cœur est un faux tambour. La même idée que dans le bout de papier, observa Poirot. La culpabilité du tueur est masquée par le bruit, distraction et accusation. Nous sommes restés assis dans un silence pesant jusqu'à ce que Poirot se lève enfin. Ne laissons pas le chaos des émotions obscurcir notre jugement. La solution réside dans la compréhension de la psychologie derrière ces actions. La nuit s'épaississait tandis que Poirot poursuivait son interrogatoire patient et attentif. Il observait des changements subtils, un frémissement de lèvres, un regard fugace, la raideur d'une posture. Lorsqu'il revint à l'affaire de la clé retrouvée dans le hangar, la réaction de Bellamy fut révélatrice. Ses doigts tremblèrent légèrement et une légère rougeur colora ses joues. « Hastings, » dit doucement Poirot, « observe son attitude. La clé semble ouvrir bien plus que des portes. Elle ouvre la peur. » Bellamy essaya de garder son sang-froid, mais ne parvint pas à masquer l'inquiétude qui brillait dans ses yeux. « Madame, » insista doucement Poirot, « que craignez-vous » Elle déglutit et baissa les yeux. « Que la vérité détruira ma famille. » « Mais la vérité, » dit Poirot, « est souvent une meilleure justice que le silence. » Les heures se faisaient tardives et, un à un, les membres de la maison se retirèrent dans leur chambre, laissant Poirot, Hastings et moi seul, dans le salon. Poirot marchait lentement, puis s'arrêta près de la fenêtre, contemplant le jardin éclairé par la lune. « Ce soir, » m'a-t-il déclaré, « nous avons découvert beaucoup de choses, des poèmes, des menaces, des secrets, mais la dernière pièce du puzzle reste cachée.
J'ai demandé « Que crois-tu, Poirot? Qui est le meurtrier ?» Il sourit faiblement. « Ah, Hastings, voilà la question qui nous tient en haleine. Mais rassurez-vous, les petites cellules grises ne se reposeront pas tant que la vérité ne sera pas révélée. » Alors que le silence s'installait dans la maison, je me demandais quel indice final Poirot avait trouvé, tapi dans l'ombre des énigmes enchevêtrées de rimes. Le mystère s'épaississait, et les enjeux devenaient plus importants à chaque heure. Yoki passait. « Demain, promit Poirot, nous entendrions le dernier verset, et avec lui, la révélation finale. » Le soleil matinal filtrait faiblement à travers les rideaux tirés, projetant une lumière pâle sur les visages sombres rassemblés dans le salon. Aucun de nous n'avait bien dormi. Le poids des découvertes de la nuit et la tension persistante rendèrent le repos impossible. Poirot, cependant, semblait reposé, comme si les mystères et les énigmes nourrissèrent son esprit. Après un bref petit déjeuner, il nous a réunis. « Mes amis, le moment est venu d'affronter les ombres qui se cachent derrière ces murs, » a-t-il annoncé d'une voix calme mais résolue. Chaque suspect semblait préparé à ce qui allait arriver. Les yeux de Clarissa lançaient des éclairs nerveux. Les mains de Bellamy étaient serrées, et Sébastien évitait tout regard. Hastings et moi échangâmes un regard, sentant l'atmosphère s'épaissir. Poirot commença par passer en revue ce qui s'était passé. Les actes falsifiés, le testament secret, les poèmes menaçants et les étranges notes laissées dans la serre. Pourtant, comme je l'ai souvent dit, la vérité ne se cache pas dans les objets, mais dans le cœur des hommes. Il se tourna d'abord vers Sébastien. « Monsieur, vous avez avoué avoir écrit ces poèmes. Quelle était votre intention, s'il vous plaît ?» Sébastien déglutit difficilement, pour effrayer Thomas. Il menaçait de révéler mon implication dans des transactions financières très malhonnêtes. Je pensais qu'une petite frayeur le dissuaderait. Et l'as-tu fait? Non. Il est devenu plus déterminé. Poirot hocha la tête. La peur est souvent à double tranchant. Vous l'avez maniée, et pourtant cela n'a fait qu'aiguiser sa détermination. Puis, Clarissa prit la parole, la voix tremblante. J'ai confronté Thomas parce que je craignais qu'il ne détruise la réputation de ma famille avec ses révélations. Je ne voulais pas lui faire de mal, seulement le persuader. Votre peur est compréhensible, a reconnu Poirot, mais la peur n'est pas synonyme de culpabilité. Bellamy fut le dernier. J'ai aussi prévenu Thomas, dit-elle doucement, mais je ne lui ai fait aucun mal. Le regard de Poirot était fixe. Madame, la clé trouvée dans le hangar, elle ouvre bien plus que des portes, n'est-ce pas? Les yeux de Bellamy vacillèrent. Ça ouvre le vieux coffre-fort familial, mais je n'avais aucune raison d'y entrer. Ah, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire, dit doucement Poirot. Soudain, un coup sec interrompit la séance. Un télégramme fut remis à Poirot, qui le lut attentivement. Son expression s'assombrit. Du nouveau, dit-il gravement. Le gendarme local nous informe qu'un autre cambriolage a eu lieu au domaine la nuit dernière. Cette fois, les archives familiales ont été dérobées. La pièce tomba dans un silence gêné. Poirot poursuivit. Cela suggère que le meurtrier cherche quelque chose de caché dans les secrets de famille. Nous devons agir vite. Nous avons accompagné Poirot aux archives, une pièce poussiéreuse et verrouillée, remplie de registres, de lettres et de documents juridiques. La serrure présentait des traces d'effraction, mais rien ne semblait manquer. Poirot parcourut la pièce du regard, constatant le désordre. Le coupable cherchait quelque chose de précis. Hastings trouva un morceau de papier déchiré sous un registre tombé. Poirot le ramassa et lut « Le battement fort du cœur est un faux tambour. Cherchez là où se cache le silence et où vient la vérité. » Poirot sourit. Le deuxième vers du poème, inachevé jusqu'à présent. Le meurtrier craint d'être démasqué et cherche à taire la vérité. Nous sommes retournés au salon, où Poirot s'est montré plus concentré. Mes amis, les indices révèlent un secret plus profond, caché à la vue de tous. Il demanda ensuite à voir les portraits de familles qui bordèrent le couloir. Après les avoir examinés attentivement, Poirot s'arrêta devant l'un d'eux, celui de l'oncle défunt de Thomas, un homme sévère au regard perçant. « Observe, Hastings, dit Poirot.
L'oncle était le gardien du plus grand secret du domaine, un secret qui pourrait expliquer ses actes désespérés. Il se tourna vers le groupe. Le coffre familial contient bien plus que des objets de valeur. Il détient la réponse à l'énigme. Bel-Ami blêmit soudain. Je ne voulais pas que ça se sache. Mais oui, le coffre contient des documents qui pourraient nous détruire. Clarissa haleta. Tu veux dire un scandale? Exactement, répondit Poirot. Un secret qui explique pourquoi Thomas a été assassiné et pourquoi ses poèmes ont été écrits. Poirot demanda alors la clé. Bel-Ami la lui tendit à contre-cœur. D'une main prudente, Poirot l'inséra dans la serrure du coffre. Elle s'ouvrit avec un clic, révélant un trésor de lettres et de documents juridiques. Parmi eux, Poirot trouva une enveloppe scellée portant l'écriture de son oncle décédé. L'ouvrant, Poirot lut à voix haute. « À n'ouvrir qu'aux heures, les plus sombres du domaine. À l'intérieur se cache la vérité sur la lignée, la trahison et la cupidité. Méfiez-vous du cœur qui bat le plus fort. Il pourrait masquer la plus profonde culpabilité. » Les yeux de Poirot brillèrent. L'oncle pressentait une trahison au sein de la famille. Cette lettre confirme que notre meurtrier est l'un des nôtres. Quelqu'un qui craint d'être démasqué. Hastings prit la parole. Mais qui? Poirot. Tous avaient des mobiles, tous des raisons de vouloir faire taire Thomas. Poirot marchait lentement, plongé dans ses pensées. Il reste une question, qui exige de comprendre non seulement ce qui a été fait, mais aussi pourquoi. Il se tourna brusquement vers Clarissa. « Madame, vous avez dit avoir confronté Thomas. Quand était-ce exactement ?» Clarissa hésita, puis admit, la veille du meurtre. « Et qu'as-tu dit ?»« Que je ferais n'importe quoi pour protéger ma famille. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Pourtant, au moment du meurtre, on vous a vu dans le jardin, seul. » Le visage de Clarissa se crispa. « Je suis allé prendre l'air. Je jure que je ne lui ai fait aucun mal, mais vous en aviez les moyens et l'opportunité, » dit Poirot d'un ton appuyé. Clarissa perdit son sang-froid, mais tint bon. « Tu n'as aucune preuve. » Puis, Poirot s'adressa à Bel-Ami. « Madame, vous avez prévenu Thomas, oui, mais vous avez aussi caché la clé. » Pourquoi? La voix de Bel-Ami n'était qu'un murmure. « Je voulais protéger ma sœur. Les secrets du coffre pourraient la ruiner. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et pourtant, tu craignais que quelqu'un d'autre ne découvre ses secrets. » Bel-Ami hocha, la tête, les larmes aux yeux. « C'est vrai. Alors qui d'autre aurait pu craindre d'être exposé ?» demanda Poirot. Sébastien se tortilla, mal à l'aise. « J'ai quelque chose à avouer. » Nous nous sommes tournés vers lui. « Je ne t'ai jamais tout dit, » commença Sébastien. « J'étais non seulement impliqué dans des malversations financières, mais je faisais aussi chanter Thomas. Je voulais le domaine pour moi. Un halètement collectif emplit la pièce. Mais je ne l'ai pas tué, ajouta rapidement Sébastien. Je le jure. Poirot examina pensivement les aveux. Vous êtes pris dans le piège de la tromperie, mais le meurtrier est plus malin. Puis le regard de Poirot se posa sur Hastings. Souvenez-vous du dernier vers du poème. Ne vous fiez pas au cœur qui bat trop fort. Qui d'entre vous a accusé le plus bruyamment? Qui a cherché à détourner les soupçons par le bruit? Nous avons tous regardé autour de nous, et il était clair que Clarissa était celle qui avait le plus véhémentement blâmé les autres. Poirot continua. Maintenant, Hastings, suis-moi. Nous sommes retournés au jardin, où Thomas a été assassiné. Poirot s'est accroupi et a examiné le sol attentivement. Il y a quelque chose ici, subtil mais révélateur, murmura-t-il. Soudain, Poirot brandit un bouton déchiré. « Regarde bien, dit-il. Ce bouton ne correspond à aucun des manteaux d'homme, mais il fait partie de la robe de Clarissa. » Clarissa haleta, les yeux écarquillés. Poirot a poursuivi. « Les preuves, petites mais significatives, suggèrent que vous étiez plus près de la scène du crime que vous ne l'admettez. » Elle balbutia. « C'était un accident. Je ne voulais pas le tuer. » La voix de Poirot était douce, mais ferme. « Mes amis, la vérité s'est dévoilée comme le dernier vers d'un poème, révélant le coupable caché derrière de bruyants démentis. » Clarissa s'affaissa sur une chaise, le poids de la culpabilité brisant son sang-froid. La police fut appelée, et tandis qu'ils emmenaient Clarissa, Poirot resta silencieux.
La justice, a-t-il déclaré, n'est pas toujours une proclamation, bruyante, mais un déroulement silencieux. Hastings soupira de soulagement. Encore un mystère résolu, grâce à vos petites cellules grises. Poirot sourit doucement. Mais oui, mon ami. Le cœur qui bat le plus fort cache parfois les secrets les plus sombres. Mais, à la fin, toutes les ombres sont dévoilées. L'atmosphère du salon était chargée d'impatience. Après l'arrestation de Clarissa, on aurait pu s'attendre à une vague de soulagement, mais l'atmosphère était loin d'être sereine. Les yeux de Poirot brillaient, signe évident que son esprit travaillait encore, tissant des fils invisibles dans la trame du mystère. Hastings se pencha en avant, la curiosité perceptible dans sa voix. « Monsieur Poirot, êtes-vous certain que nous tenons le bon coupable ?» Clarissa a avoué, après tout. Poirot sourit poliment, malgré une ombre sur son visage. « Mon ami, des aveux ne sont qu'une pièce du puzzle. L'esprit d'un meurtrier est rarement simple. Réfléchissons-y bien avant de conclure. » J'ai regardé Poirot se lever et marcher lentement vers la fenêtre, les mains jointes dans le dos. La poésie, les documents manquants, la clé volée, ce ne sont pas les éléments d'un crime passionnel, mais d'un plan soigneusement orchestré. Il se tourna brusquement et s'adressa à la salle. Il reste un verre, un dernier verre, que nous n'avons pas encore examiné en détail. Hastings cligna des yeux. Une dernière réplique, Poirot. On en a déjà entendu tellement. Poirot hocha la tête. Oui, mais celle-ci est la clé. Celle qui révèle l'esprit derrière. La rime. De sa poche, il sortit un morceau de papier plié, usé et froissé. Il le déplia soigneusement. Dans le silence se trouve la vérité. Sous l'œil attentif et silencieux, celui qui voit mais ne parle pas. Il détient le secret que nous recherchons. Le regard de Poirot parcourut la pièce. Le poème parle de silence, d'observation et de savoir caché. Qui d'entre nous correspond à cette description ? Bellamy déglutit et baissa les yeux. Les yeux de Sébastien brillaient de malaise. Hastings et moi échangeâmes un regard. Poirot poursuivit. Souvenez-vous du cambriolage des archives. La recherche des secrets les plus sombres de la famille n'était pas une simple coïncidence. Il marqua une pause et regarda Bellamy droit dans les yeux. Madame, vous avez été remarquablement réservée dans cette enquête. Vous avez prévenu Thomas, caché la clé du coffre, mais n'avez pas alerté les autres. La voix de Bellamy était calme mais résolue. J'ai fait ce que je pensais être juste. Protéger ma sœur et ma famille. Poirot sourit faiblement. Noble, certes, mais pas assez pour éviter la tragédie. La vraie question est, qu'as-tu vu que tu n'aies pas dit ? Bellamy hésita, puis prit la parole. J'ai trouvé des lettres, de la correspondance entre Thomas et un complice, inconnu. Ah, les yeux de Poirot brillèrent. Et qui était ce complice ? Bellamy regarda autour de lui, puis croisa le regard de Poirot. C'était mon propre frère, Andrew. Un halètement collectif emplit la pièce. Hastings murmura. Andrew ? Mais il était parti, à Londres, non ? En effet, dit Poirot. Pourtant, les lettres révèlent une conspiration, des plans visant à vendre des parties du domaine, à effacer les dettes et à faire taire toute opposition. Poirot sortit une autre lettre du coffre. La voici. Andrew ordonne à Thomas de se taire, d'écarter les obstacles, quel qu'en soit le prix. Il regarda de nouveau Bellamy. Soupçonnais-tu que ton frère soit impliqué dans ce meurtre ? Bellamy hocha la tête. J'en avais peur, mais je n'arrivais pas à croire qu'il s'abaisserait à ce point. Les doigts de Poirot tambourinèrent sur la table. Le silence évoqué dans le poème, l'œil attentif et silencieux, convient à celui qui observe sans parler. Il se tourna vers Sébastien. « Toi aussi, tu nous as caché beaucoup de choses, n'est-ce pas ?» Sébastien déglutit nerveusement. « J'ai agi par désespoir. Les dettes, le chantage, ils m'ont poussé à bout. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Le désespoir peut troubler l'esprit, mais ne peut obscurcir la vérité. » Il regarda vers la porte, tandis que des pas résonnaient dans le couloir. Un homme grand et imposant entra. Andrew Bellamy lui-même, l'air calme mais méfiant. « Monsieur Poirot, dit Andrew d'une voix douce,
J'ai entendu dire que mon nom avait été mentionné. Poirot hocha la tête. En effet, monsieur Bellamy. Votre correspondance avec Thomas dresse un tableau inquiétant. L'expression d'Andrew se durcit. Tu n'as aucune preuve, hormis des lettres et des accusations. Poirot eut un léger sourire. Les preuves sont nombreuses, monsieur. Parfois, elles résident dans les plus petits détails, dans les contradictions d'une histoire. Le regard d'Andrew parcourut la pièce, puis se fixa sur Clarissa, qui était assise tranquillement, vaincue. Votre sœur a avoué un crime, mais je crois que la vérité est ailleurs. Andrew s'avança. Je n'ai rien à cacher. Poirot fit un geste subtil vers le coffre. Alors, vous n'aurez aucune objection à ce que nous fouillions vos affaires? La mâchoire d'Andrew se serra, mais il hocha la tête brièvement. Alors, que les recherches commençaient, Poirot se pencha vers Hastings. Observe, Hastings, le langage corporel d'un homme qui se s'est pris au piège. Les mains d'Andrew tremblaient lorsqu'une lettre tomba de la poche de son manteau. Poirot la ramassa. Une lettre de Thomas, menaçant de révéler un plan qui détruirait la réputation et la fortune d'Andrew. La façade d'Andrew se fissura. Je l'avoue, j'avais des raisons d'arrêter Thomas, mais je ne l'ai pas tué. Poirot secoua doucement la tête. Monsieur Bellamy, le mobile ne suffit pas. Il faut prouver l'acte. Le silence retomba dans la salle, jusqu'à ce qu'Andrew reprenne la parole. Si je ne suis pas le meurtrier, alors qui l'est? Les yeux de Poirot brillèrent de certitude. C'est ce que nous allons découvrir. Il fit signe à tout le monde de s'asseoir tandis qu'il commençait à exposer ses déductions. Le meurtre a été commis dans l'ombre, par quelqu'un qui connaissait bien le domaine. Le meurtrier a dissimulé de faux indices, le bouton de la robe de Clarissa, les poèmes menaçants, et même le cambriolage simulé aux archives. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Le véritable meurtrier a cherché à piéger les autres, à se cacher derrière des stratagèmes trompeurs. Le regard de Poirot se posa sur Hastings. Souviens-toi du jardin, le bouton déchiré, les traces de pas dans la boue, l'odeur d'une eau de Cologne rare. Hastings fronça les sourcils. Mais la robe de Clarissa était assortie au bouton. En effet, mais l'eau de Cologne, monsieur Hastings. N'avez-vous pas remarqué qu'elle était d'un type apprécié par une seule personne ici? Hastings hocha lentement la tête. Bellamy. Poirot sourit. Exactement. Madame Bellamy n'est pas aussi silencieuse qu'elle le paraît. Son silence était calculé. Il observait et attendait. Les yeux de Bellamy s'écarquillèrent. Poirot poursuivit. L'œil vigilant et silencieux du poème la désigne. Elle observait le chaos qu'elle avait elle-même orchestré, espérant détourner les soupçons. Bellamy se leva brusquement. « C'est absurde. Je n'ai pas tué Thomas. »« Ah pourtant, » dit doucement Poirot. « Vous étiez dans le jardin cette nuit-là, votre robe déchirée pendant la bagarre. Vous avez planté le bouton et organisé le cambriolage pour brouiller les pistes. » La voix de Bellamy vacilla. « On n'était pas censé en arriver là. Thomas a menacé de nous ruiner tous. Je voulais juste lui faire peur. » Poirot hocha la tête. « La peur peut être un puissant moteur, madame, mais elle peut aussi mener à la tragédie. » La pièce était silencieuse, tandis que Bellamy s'effondrait sur une chaise, vaincu. Poirot se tourna vers Hastings. Ainsi, le dernier vers du poème, la vérité ultime, a été révélé. Hastings soupira, soulagé mais attristé. Une fin tragique pour une histoire compliquée. Poirot sourit avec nostalgie. Oui, Hastings. Les humains sont complexes, remplis de contradictions et de secrets. Le plus grand mystère, c'est le cœur humain lui-même. Tandis que les policiers s'apprêtaient à arrêter Bellamy, Poirot prit un moment de réflexion. L'énigme était résolue. La rime était déchiffrée. L'énigme résolue. Le domaine n'était plus hanté par les ombres, mais illuminé par la lumière de la vérité. Le domaine était désormais silencieux. La tempête de suspicion et de secrets s'était dissipée, laissant derrière elle un calme fragile. Alors que le soleil matinal s'élevait, projetant une lumière dorée sur le parc, le poids qui pesait sur le cœur de chacun semblait s'alléger, ne serait-ce que légèrement. Nous nous sommes retrouvés dans le salon, lieu de tant de révélations et d'aveux.
Bellamy avait été placé en garde à vue et la police nous avait assuré que justice serait faite. Pourtant, malgré la résolution, l'atmosphère restait chargée d'émotions non résolues. Poirot était assis confortablement, les doigts croisés sous son menton, les yeux reflétant à la fois la satisfaction et la tristesse. « Hastings », commença-t-il doucement, « la résolution d'une affaire comme celle-ci n'est jamais simple. La justice ne se résume pas à la capture d'un coupable, mais au rétablissement de l'ordre et de la vérité. » J'ai hoché la tête, comprenant bien. La tragédie nous avait tous touchés, chacun de nous portant une part de chagrin. Hastings s'éclaircit la gorge. « Pensez-vous que la famille se remettra de tout ça? Des trahisons et des secrets révélés ?» Poirot sourit doucement. « Les blessures peuvent guérir, mais les cicatrices demeurent. C'est souvent dans la reconnaissance de nos défauts que se trouve la véritable force. » Il marqua une pause, nous regardant chacun à son tour. Et que dire de la poésie, des vers qui nous ont guidés dans le labyrinthe de la tromperie? J'ai pris la parole en premier. Ces poèmes étaient comme des énigmes, mystérieux, obsédants et finalement révélateurs. Poirot hocha la tête. Oui, ces poèmes étaient inconçus non seulement pour menacer, mais aussi pour communiquer. Un cri venu des ténèbres. Il détenait la clé pour comprendre les motivations du crime. Il se pencha en avant. Le dernier couplet, en Sontizense particulier, était l'indice qui démasquait le véritable meurtrier, celui qui observait en silence, dont la présence était perceptible, mais la voix inaudible. Clarissa était assise tranquillement dans un coin, le visage pâle mais calme. Elle croisa mon regard et hocha légèrement la tête, comme pour implorer mon pardon pour sa fausse confession. Poirot s'adressa à elle avec douceur. « Vous étiez accablée par la peur et l'amour pour votre famille, madame. C'est compréhensible, mais c'est la vérité qui doit prévaloir. » Clarissa hocha la tête en silence, les larmes aux yeux. Hastings demanda « Monsieur Poirot, que pensez-vous des motivations de Bellamy? Était-ce de la cupidité, de la peur ou autre chose ?» Le regard de Poirot était lointain, pensif. C'était un mélange, Hastings, la peur de la disgrâce, le désir de protéger la réputation familiale et, oui, la cupidité. Peut-être pas pour l'argent, mais pour le contrôle. Il tapota pensivement l'accoudoir de son fauteuil. Les actes de Bellamy sont un exemple tragique de la façon dont les secrets et les mensonges peuvent empoisonner les liens du sang. Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre, où les jardins du domaine s'étendaient sereinement, démentant l'agitation qui régnait à l'intérieur de la maison. Poirot reprit la parole. Dans des cas comme celui-ci, le passé pèse lourdement sur le présent. Vieille rancœur, ressentiments cachés et secrets longtemps enfouis, contribuent tous à façonner la tragédie actuelle. Il se leva brusquement, l'énergie retrouvée. Mais trêve de réflexion. Il est temps d'avancer. Il se tourna vers Hastings. « Mon ami, veux-tu te joindre à moi pour une promenade dans les jardins? Je trouve que l'air frais apaise l'esprit. » Nous sommes sortis, laissant les autres derrière nous dans un silence pensif. Tandis que nous marchions le long des sentiers sinueux, Poirot songeait à voix haute. « Hastings, cette affaire est unique. La poésie a ajouté une dimension artistique à cette sombre histoire. » J'ai hoché la tête. C'était presque comme si le meurtrier voulait raconter son histoire en vers. Poirot sourit. En effet, parfois, l'âme humaine cherche à s'exprimer, même dans les moments les plus sombres. Nous nous sommes arrêtés près d'un rosier, ses fleurs fragiles mais vibrantes. Poirot a poursuivi. La clé pour résoudre les mystères réside dans la compréhension de la nature humaine, les peurs, les espoirs et les contradictions qui nous animent. Je le regardais pensivement. Crois-tu que Bellamy trouvera la rédemption? Le regard de Poirot s'adoucit. La rédemption est un cheminement personnel, Hastings. La loi jugera les actes, mais le cœur doit chercher sa propre paix. Nous avons marché dans un silence agréable jusqu'à ce que Poirot s'arrête soudainement. « Ah, Hastings, avant de rentrer, il y a encore une chose à régler. » Il fouilla dans son manteau et en sortit le morceau de papier déchiré trouvé dans les archives. « J'ai fait traduire ce texte dans son intégralité, » a-t-il déclaré. « Il contient un dernier message de feu mon oncle. » Il a lu à haute voix. « Quand les ombres tombent et que les vérités entrent en collision, la voix du poète sera votre guide. »
Ne cherchez pas seulement celui qui a porté le coup, mais pourquoi les graines de la douleur ont-elles poussé? Poirot leva les yeux. Cela nous rappelle que la racine du crime réside souvent dans des blessures plus profondes. J'ai ressenti un frisson en réalisant que sous la surface de tout crime se cache une histoire de douleur et de fragilité humaine. De retour à l'intérieur, Poirot nous a rassemblés une fois de plus. J'ai une dernière suggestion, a-t-il dit, que la famille se réunisse, non pas pour ressasser le passé, mais pour guérir et reconstruire. Clarissa parla doucement. Cela prendra du temps, mais j'espère que nous pourrons trouver la paix. L'absence de Bellamy était une présence pesante dans la pièce, un rappel des conséquences des secrets et du silence. Poirot concluait, et pour nous, mes amis, que cette affaire nous montre que la vérité, comme la poésie, est complexe et à plusieurs niveaux. Elle exige patience, attention et empathie. Alors que nous disions au revoir et nous préparions à quitter le domaine, j'ai ressenti un profond respect pour la sagesse de Poirot et la beauté fragile de la nature humaine. Le mystère a été résolu, le meurtrier a été révélé, mais l'histoire a perduré, dans les souvenirs, dans les blessures et dans l'espoir silencieux du pardon. Le salon du manoir de Brackley était silencieux, comme un tombeau. Dehors, le vent de la lande soufflait contre les vitres, mais à l'intérieur, les invités attendaient, certains pâles, d'autres la bouche serrée, d'autres encore feignant le calme, tandis qu'Hercule Poirot, impeccable comme toujours, se tenait au fond de la pièce. Une seule chaise, vide, se dressait devant la cheminée. « Je vous remercie tous de votre présence, » dit Poirot en joignant soigneusement les mains devant lui. « Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai convoqué ce soir. Comme à mon habitude, je préfère m'adresser à tous ensemble, afin que les mensonges disparaissent sous le feu de la vérité. » Ariane Voss alluma une cigarette de ses doigts tremblants. Les bottes de Branscombe claquèrent dans un staccato, rapide. Greta Linette était repliée sur elle-même, les yeux rivés au sol. Viviane Terne lissa ses gants. Laurence Drey lui lança un regard noir, les bras croisés. Poirot les examina un par un. Félix Collingridge n'a pas été tué par un inconnu. Le meurtrier est ici, dans cette pièce. Et bien que chacun de vous porte un secret, un seul d'entre vous est coupable du plus grand crime. Il y eut un émoi. Drey ricana. « C'est du théâtre, Poirot. Avez-vous des preuves tangibles ? » ?»« Mais bien sûr, » dit Poirot. « Ce n'est pas une preuve d'empreinte digitale ou de pas, non, mais une preuve de psyché, de comportement, de contradiction. Permettez-moi de m'expliquer. » Il se tourna vers le mur derrière lui, où l'énigme de Félix était désormais encadrée et épinglée à côté d'une chronologie des événements. « Sous le masque du verre, je me cache. »« Le masque, » dit Poirot, « c'est la personne que l'on incarne. » Félix accusait quelqu'un de dissimuler sa véritable identité derrière des artifices. Pas simplement un vol littéraire, mais un vol moral et spirituel. Il est passé à la deuxième ligne. Une vérité qui pique, mais qui doit se confier. Félix ne pouvait rester silencieux. Quelqu'un l'avait trahi, et peut-être d'autres aussi. Il écrivit donc cette confession en vers, déguisant la révélation en défi. La voix de Poirot s'aiguisa. Voyons ce que Félix savait. Il avait récemment découvert que l'un d'entre vous, un proche, avait copié non seulement des vers, mais des vies. Pas seulement de la poésie, mais de la douleur. Halètement. Viviane Terne murmura. Des vies copiées. Poirot poursuivit. La clé est dans la phrase. Un voleur rimant en dentelle de soie. C'est une métaphore, certes, mais aussi littérale. La dentelle, une tenue féminine. Nous sommes censés regarder les femmes. Et pourtant, il marqua une pause dramatique. L'erreur est là. Félix aimait toujours les retournements de situation. La dentelle est métaphorique. Elle suggère la délicatesse, une certaine théâtralité. Et cela nous mène non pas aux femmes, mais à l'homme qui adore le drame. Il se retourna. Monsieur Laurence Drey. Drey se leva brusquement. C'est absurde. Je n'avais aucun différend avec Félix. Mais non, dit Poirot. Vous en avez eu beaucoup. Votre carrière est faite de cruauté, monsieur. Mais votre plus grand péché n'était pas vos critiques, mais ce que vous avez volé à Greta Linnet. Toutes les têtes se sont tournées. Poirot hocha la tête. Greta,
La silencieuse et brillante Greta, l'assistante de Félix, la véritable auteure des derniers de vers publiés sous le nom de Dre. Félix a découvert la supercherie, une trahison à la fois littéraire et personnelle. Le visage de Greta était devenu blanc. Dre aboya. Elle ment. Elle était assistante. Elle tapait des brouillons. La voix de Poirot était glaciale. Tu as volé ses poèmes. Tu les as fait passer pour les tiens. Et quand Félix a appris la vérité, il a voulu te démasquer. D'où l'énigme. Un coup fatal à ta carrière. Et à ton orgueil. Branscombe se leva. Si tu le savais, Poirot, pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Parce que j'avais besoin de certitude. Et quand Dre a parlé hier, quand il a fait référence à strophe 17, une strophe non incluse dans le brouillon imprimé, je le savais. La bouche de Dre s'ouvrit, se ferma. Les yeux de Poirot se plissèrent. Vous avez lu l'original, avant que Félix ne le partage. Vous étiez dans son bureau. Et la plume plantée dans l'énigme était votre signature, une sorte de trait d'esprit critique. Mais vous avez exagéré, monsieur. Dre se précipita en avant. Tu ne peux pas prouver que je l'ai tué. Je peux, dit doucement Poirot. Greta a trouvé la strophe manquante de l'écriture de Félix, dans ta chambre. Et l'encre de la plume correspond à la marque qu'utilise Greta. Un vol mineur, mais révélateur. Tu as tué Félix, puis tu as essayé d'intégrer cela à la performance. Halètement. Greta semblait sur le point de s'évanouir. Félix n'avait jamais eu l'intention de mourir, dit doucement Poirot. Son énigme était dangereuse, certes, mais littéraire. Tu l'as rendue fatale. Les épaules de Dre s'affaissèrent. Il s'est moqué de moi. Il a dit que je n'étais qu'un parasite. Il a dit que le monde le saurait. Je devais l'arrêter. Deux officiers, discrètement appelés par Poirot, entrèrent dans la pièce. Dre n'opposa aucune résistance. Tandis qu'on l'emmenait, il se tourna vers Greta. Rien de tout cela n'aurait eu d'importance si tu étais restée silencieuse. Greta ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et pleura en silence. Une fois partie, Vivien demanda « Mais comment as-tu su que ce n'était pas moi? Ou Ariane ?» Poirot sourit doucement. Parce qu'aucun de vous n'avait la peur nécessaire, et parce que Greta, malgré toute sa tristesse, possédait le courage de celle qui a été lésée. Son silence était digne, pas coupable. Il se tourna vers les autres. C'est une chose curieuse. L'ambition. Quand elle anime l'artiste, elle est glorieuse. Quand elle anime l'imposteur, elle devient un meurtre. Branscombe marmonna. Voilà pour un week-end de poésie. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, mais nous avions de la poésie, n'est-ce pas? Du genre écrit non pas à l'encre, mais avec des intentions et des idées fausses. C'est ainsi que l'énigme finale de M. Collingridge était parfaitement composée. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous préparions à partir, j'ai demandé à Poirot s'il connaissait le tueur depuis le tout début. Il haussa légèrement les épaules. On soupçonne, Hastings. Mais on n'accuse pas. Le meurtrier se révèle toujours. Si on observe, écoute et fait preuve de discernement. Il regarda par la fenêtre, d'où le vent soufflait encore sur les Landes. Félix était un poète, certes. Mais plus que cela, c'était un homme qui croyait en la vérité, même masqué. Finalement, c'est sa foi en l'honnêteté qui lui a coûté la vie, mais aussi qui a permis de résoudre son meurtre. Sur ce, il ajusta ses boutons de manchette, lissa sa cravate et sortit dans la nuit froide. Dois-je procéder à insection facultative 11, un brefautre réfléchissant tout un épilogue, ou souhaitez-vous revoir une section antérieure? L'atmosphère du salon était tendue par l'attente, tandis que les invités étaient assis en silence, les yeux rivés sur Hercule Poirot. La longue soirée avait été éprouvante, les nerfs à vif, les loyautés mises à l'épreuve, les secrets dévoilés. Pourtant, la véritable résolution n'avait pas encore été prononcée, et tous attendirent les derniers mots du maître détective. Poirot se leva avec sa grâce habituelle, joignant les mains. Mesdames et messieurs, ce fut un voyage semé d'embûches, de passions et de tragédies. Mais maintenant, enfin,
Le voile final va être levé. Il marchait lentement, pensif. Revenons à l'énigme que Félix Collingridge nous a laissée. Une énigme qui ne porte pas seulement sur les mots, mais aussi sur les personnages. Il fit un geste vers le poème encadré sur le mur. Sous le masque du verre, je me cache une vérité qui pique, mais qui doit se confier. Dans ces salles où dorment les secrets, on sème le mensonge que d'autres récoltent. Une pensée volée, une ligne copiée, un cœur empoisonné derrière le design. Le nom que vous cherchez porte une grâce empruntée, un voleur rimant en dentelle de soie. Mais la vérité est écrite, dans un ton silencieux, l'écho entendu quand personne n'est seul. La grâce empruntée, le masque derrière lequel se cachait la vérité, était la clé. Félix accusait quelqu'un qui non seulement volait des mots, mais aussi des vies, des personnes, de la confiance. Le regard de Poirot parcourut la pièce et se posa délicatement sur Greta Linette. Greta, jeune et timide, certes, mais une femme courageuse et pleine de principes. Un léger halètement s'échappa d'Ariane Vos. Poirot eut un léger sourire. C'est Greta qui a découvert la vérité sur le plagiat de Laurence Drey. C'est elle qui a poussé Félix à écrire ce poème, une confession codée, un défi. Mais, continua Poirot, c'est Drey qui craignait d'être démasqué et qui a fait taire Félix par les moyens les plus cruels. Il s'arrêta, puis fixa son regard sur Drey, qui était assis, raide, le visage pâle mais provocateur. L'arme était le coupe-papier en argent retrouvé dans le bureau de Félix, un objet personnel appartenant à Drey, connu de tous ici. La plume plantée dans le poème était une tromperie théâtrale, le dernier coup de maître de Drey pour nous induire en erreur. Drey se leva, la voix tremblante mais pleine de défis. « Tu n'as aucune preuve, seulement ta psychologie. » Poirot retroussa les lèvres. « Ah, mais la preuve ne se trouve pas toujours dans les faits. La contradiction dans le récit de Drey, l'absence d'alibi lors du meurtre, sa connaissance intime de la strophe inédite de Félix, l'encre de la plume correspondant à celle de Greta, tout le désigne. » Il se tourna vers les autres. « Chacun d'entre vous gardait des secrets, certes. Mais aucun n'a été poussé au meurtre. La tragédie réside dans l'ambition transformée en désespoir. » Poirot croisa de nouveau les mains. « Je pense cependant que Félix aurait voulu que nous nous souvenions du pouvoir de la vérité. Pas celle que l'on crie dans les gros titres ou que l'on murmure dans les coulisses, mais la vérité silencieuse et persistante, l'écho de la conscience que l'on entend quand on est vraiment seul. » Les officiers s'avancèrent pour escorter Drey, tandis qu'il passait devant Greta. Un respect amer et réticent brilla dans ses yeux. Lorsque la pièce fut vidée, Poirot se tourna doucement vers moi. « Mon ami, c'est dans le labyrinthe des cœurs humains que se cachent les mystères, les plus énigmatiques. L'esprit est peut-être rusé, mais le cœur... Ah, le cœur finira par nous trahir. » J'ai hoché la tête, regardant les ombres s'allonger sur les murs. « Et Greta ?» demandai-je. Le regard de Poirot s'adoucit. « Elle est une victime, tout, comme Félix. Mais elle est aussi l'espoir que la vérité triomphe. Le courage, après tout, se présente sous de multiples formes. Alors que nous nous préparions à quitter Brackley Manor, la lande s'étendait à perte de vue et à l'état sauvage au-delà des fenêtres, nous rappelant que si la justice peut être rendue dans ces murs, les mystères de la nature humaine restent à jamais sans limite. » Poirot, ajustant sa cravate avec sa précision caractéristique, sourit faiblement. « Résoudre un crime, c'est entrevoir la poésie de l'âme humaine. Hastings, les vers sombres et lumineux, tissés d'ombre et de lumière. Et comme tout bon poème, la fin doit être parfaite. » Sur ce, il se retourna et sortit dans la nuit froide, laissant derrière lui les échos d'une histoire désormais racontée et d'un mystère désormais résolu.